Kiambote quiero. Bote. En Banza Congo, on dit Kiambote. Il faut répondre tous Kiambote. Kiambote quiero. Kiambote. Maintenant, on parle à Kikongo. Avant tout propos, j'aimerais, avec votre indulgence, que vous me permettez à essayer de parler en français. Je salue tout d'abord Monsieur le délégué spécial, Monsieur le ministre, notre doyen Ndombele. Tout le monde me demande, il faut commencer avec Yanga, et pourtant vous êtes invité. Vous avez bien mangé, dormi? Non, il reste à la fin. Parce que dans la tradition Congo, le plus important reste à la fin. Et je vais présenter partiellement notre délégation parce qu'on a entre nous, à part les ministres et l'ex-ministre de l'Éducation, pendant plus de 10 ans. On a aussi ici un révérend qui s'appelle Tony Nzinga. Donc c'est descendant de Nzinga. Il est là. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation et de votre hospitalité au nom de mes compatriotes invités à cette conférence que je viens de citer et à mon nom personnel. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'Institut Yanga Nzinga d'avoir organisé cet événement que nous considérons comme important pour la concrétisation des recommandations de l'UNESCO sur le respect des accords internationaux visant à faciliter la circulation des idées par les biais des mots et des images. Nous avons été invités à aborder un sujet pertinent et stimulant sur le titre « La diversité linguistique et culturelle à l'épreuve du développement et de la modernité ». Au début, moi j'avais une grande difficulté. Je ne savais même pas si j'allais accepter l'invitation parce que je suis un ingénieur. Je ne suis pas quelqu'un formé dans le domaine des sciences sociales. Mais dès que j'ai pensé à Socrate qui disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc j'ai osé comme ignorant parler de la diversité linguistique et culturelle à l'épreuve de développement et de la modernité. Il y a une petite introduction que je fais, mais on va aussi définir quelques aspects de notre communication, comme la culture. Ça ne sera pas une définition exhaustive, mais on va le faire de telle sorte que l'abordage soit la plus holistique possible, mais compréhensible pour un profane. On va parler de la mentalité, on
va parler de la diversité culturelle et l'inclusion numérique. Et enfin, on va essayer de prendre quelques conclusions et faire des recommandations. La présence d'éminents chercheurs dans les différents domaines des sciences sociales à cette conférence me permet d'ignorer plus facilement la profondeur des connaissances dans ce domaine et la définition conséquente de certains des concepts qui s'y rapportent. La Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle est un instrument fondamental pour comprendre l'importance de la culture pour la préservation de la dignité humaine. Elle prend la définition enrichie de Taylor dans l'un de ses passages et de son texte en affirmant que la culture doit être considérée comme l'ensemble des multiples aspects spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société, un groupe social et qui englobe également l'art et la littérature, les modèles de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Daniel Diana, professeur de l'Université de Brasilia, facilite la compréhension de ce concept ancré dans notre époque lorsqu'elle dit que la culture représente le patrimoine social d'un groupe étant la somme des modèles de comportement humain, qui souligne comportement humain, et impliquant les connaissances, les expériences, les attitudes, les valeurs, les croyances, la religion, la langue, la hiérarchie, les relations spatiales, la notion de temps, les concepts de l'univers. Il est intéressant donc de noter et de souligner que la langue est l'un des modèles et comportements humains qui façonnent la culture d'un individu ou d'un groupe de membres d'une société. Donc la diversité linguistique s'inscrit donc dans le contexte de la diversité culturelle. La langue étant le vecteur d'assimilation et de transmission de culture, la diversité linguistique est pour notre propos implicite dans la diversité culturelle. La diversité culturelle est donc un patrimoine à préserver, considérant que le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle constituent l'une des meilleures garanties de la paix et de la sécurité internationale. Mais lorsque nous parlons de la culture, nous sommes indubitablement amenés à parler de l'identité. Qui suis-je ou qui sommes-nous dans le contexte d'un groupe social? L'un des attributs immatériels fondamentaux de l'identité, de la manifestation culturelle, est la mentalité. Et c'est sur ça que je vais parler, de la mentalité. La mentalité est la manière individuelle de penser et de juger. Il est facile, ou en d'autres termes,
la pensée et le jugement individuel, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, surtout, et c'est tout ce qui nous entoure, constitue la mentalité. Il est facile de comprendre aussi que chacun a sa propre mentalité. Et le problème qui se pose, justement, comment mettre ensemble ces mentalités. Parler de la diversité culturelle, c'est prendre en compte la diversité des mentalités qui dictent les attitudes d'un être humain face à la diversité, comme c'est le cas pour la diversité linguistique et culturelle face au développement et à la modernité. La question que je me pose, nos mentalités sont-elles préparées au défi du développement et de la modernité dans un contexte de dialogue et de coopération multiculturelle mondiale? Telle est la question. Parlons de certaines manifestations que nous avons identifiées et qui caractérisent notre mentalité individuelle ou collective. Le premier attribut pour la première manifestation, manque de rigueur. Manque de rigueur. Nous sommes minimalistes dans nos actions. Nous nous contentons du strict minimum. Fait n'importe comment. Exemple, le travail bâclé et mal fini de l'électricien, du plombier, de l'infirmière, de la femme de ménage, de l'enseignant, des parents, etc. Pour nous, la journée a plus de 24 heures. L'idée que le succès ne vient pas d'un travail dur et rigoureux. Deuxième aspect que j'ai choisi, conservatisme, ce que j'ai appelé conservatisme irrationnel. Qu'est-ce que c'est? Souvent on entend que l'héritage de nos ancêtres est ce qui est juste. Pas une virgule et pas surtout un point. Si nos ancêtres vivaient ainsi, pourquoi changer les choses? On a déjà entendu ça, n'est-ce pas? On entend souvent. Les vieux faisaient comme ça, il ne faut plus changer. C'est bien fait. Un autre aspect de notre mentalité, l'amour du prochain n'est qu'un exercice de charme, solidarité avec les morts et indifférence avec les vivants. Quand on est malade, personne ne vous visite. Mais à la deuil, tout le monde vient rendre hommage. Nous rendons hommage. Un autre aspect, c'est l'idée que l'argent achète tout. J'ai appelé ça l'immédiateté. L'immédiateté. On pense que le savoir peut être obtenu sans effort. On lit de moins en moins. La passivité face au savoir. Il suffit d'avoir de l'argent, de s'acheter un diplôme et un certificat, on est devenu important. Le parasitisme, c'est un autre aspect. Nous voulons gagner beaucoup d'argent sans effort ni formation adéquate. Exemple, un maçon, il veut gagner autant ou plus qu'un ingénieur de construction. Et j'ai un autre exemple que j'ai vu qui m'a beaucoup frappé, c'est le parasitisme. Quelqu'un se vante sur les réseaux sociaux de bien vivre en Europe, comme en France ou en Belgique par exemple, sur le dos de ceux qui ont travaillé dur pendant des siècles.
Et lui, il est chômeur, mais il se vante de bien manger parce qu'il vit en Europe. Il est fait d'être parasite dans la société d'autrui. Finalement, les redémarrages permanents. Nous n'avons pas l'habitude de la maintenance et de l'entretien. Nous préférons construire de la pierre sur les cendres. Nous sommes allergiques à nos références. Pour terminer cette partie, j'ai dit, un groupe social doté de cette mentalité que je viens de citer s'exclut du processus de développement contemporain et de la modernité. Quelle est la sortie? L'éducation. Quel rôle joue l'éducation dans la formation des mentalités et des attitudes? Nous trouvons différentes approches et définitions de l'éducation. J'ai choisi seulement des définitions, peut-être parce que je les aime plus. Selon José Martí, un intellectuel cubain et essayiste, il définit l'éducation comme, il dit, je cite, l'éducation c'est déposer en chaque homme toute l'œuvre de l'humanité vécue. C'est préparer l'être humain à la vie. Ça, José Martí qui l'a dit. Mais il y a pour Martin qui définit que l'éducation est un processus d'action de la société sur l'apprenant. De la société sur l'apprenant, visant à l'intégrer selon ses normes et intérêts sociaux, économiques et politiques. L'éducation, c'est aussi apprendre à vivre avec les autres dans la différence, avoir la conviction, mais dans les cadres des normes prédéfinies ou à définir. L'évolution contribue, l'éducation, pardon, contribue à la formation des mentalités et des attitudes. Par ces définitions, on voit que la mentalité, elle peut être formatée. Et souvent, elle est formatée. Notre façon de penser et de porter des jugements est dictée par l'éducation formelle et informelle que nous recevons et par nos expériences. Les parents, l'école, les médias sociaux et l'environnement dans lequel nous vivons et socialisons dictent notre façon de penser. Une mauvaise éducation entraîne à une mauvaise mentalité, à de mauvaises habitudes et coutumes, et bref, à une culture de crabe. Qu'est-ce que c'est la culture de crabe? Moi j'appelle culture de crabe. Je crois que ici, surtout en Mouya, il y a beaucoup de crabes, non? Mettez les crabes dans un panneau, dans un conteneur. Vous n'avez pas besoin de couvrir le conteneur. Ils ne vont pas sortir, chacun tire l'autre en bas. Dans d'autres termes, personne ne permet qu'une autre personne d'être meilleure que lui. Je vais répéter. Personne ne permet à une autre personne d'être meilleure que lui. Personne ne sort du conteneur. On doit rester tous dans le conteneur. L'une des manières fondamentales pour apprendre à se connaître, ici c'est déjà très bien dit, hein? J'étais précédé par des excellents orateurs, donc je répète, l'une des manières fondamentales pour apprendre à se connaître est l'enseignement de l'histoire, qui nous permet de façonner notre identité en fonction des intérêts, je prends les termes, des intérêts et de la culture de chaque société. Ma question aux experts en histoire, aux éducateurs
et aux enseignants ici présents est la suivante. Où en sommes-nous dans l'enseignement de l'histoire aux élèves de nos pays? Où en sommes-nous? Encore, l'histoire générale de l'Afrique, produite par des brillants esprits africains avec le soutien de l'UNESCO, a-t-elle été enseignée à nos enfants? Comment l'enseignement des langues indigènes est-il dispensé à nos élèves? Une bonne éducation peut et doit être dispensée par les biais du processus d'enseignement et d'apprentissage résumé dans la formation. La formation consiste à doter les personnes des connaissances dont elles ont besoin pour savoir comment être, comment se comporter et comment faire. La formation façonne donc la mentalité, tempère les caractères, détermine les attitudes et développe les compétences. Bon, mais nous sommes au XXIe siècle, le siècle qu'on appelle la société d'information, où le numérique est partout, chacun a un téléphone. Il y a même ceux qui ont 3 téléphones comme moi, mais une pour la femme et l'autre pour les enfants. La société de l'information, fondée sur les technologies de l'information et de la communication, est une réalité dans les pays développés et dans certains pays en développement. La société d'information se caractérise par la diffusion et la consommation, je répète, par la diffusion et la consommation de la culture. Je ne parle pas d'information, je parle de la culture sur des plateformes numériques dont certains sont connus comme ou sous le nom de réseaux sociaux. La première condition pour participer au défi mondial de la diffusion et la consommation de la culture est être connecté aux plateformes numériques avec les minimums de connaissances et des ressources nécessaires pour se connecter. Ce que moi j'appelle l'info-inclusion. L'info-inclusion. Mais attention, l'info-inclusion peut être aussi synonyme d'acculturation consciente ou inconsciente, qui peut servir de base à la destruction de sa propre culture si elle n'est pas diffusée durablement sur les plateformes numériques. L'info-inclusion peut être un moyen de déconstruire les attributs constitutifs d'une culture donnée si les utilisateurs ne disposent pas d'une éducation solide, leur permettant de résister à la facilité, de résister à la banalité, de résister à la désinformation et à résister à l'improvisation. C'est pourquoi les pays en développement comme le nôtre, l'Angola, les Congo, le Gabon par exemple, doivent penser à introduire dans l'éducation numérique, doivent penser à introduire l'éducation numérique dans les programmes scolaires, ce qui implique de savoir utiliser les moyens techniques nécessaires à la connexion numérique, de savoir sélectionner les contenus nécessaires, je dis bien, les contenus nécessaires et utiliser sur les plateformes numériques pour consolider et développer leur culture, ainsi que de savoir les diffuser. Sinon, mes frères, mes sœurs, nous allons contribuer pour la lutte contre la diversité, au lieu de bâtir la diversité. Conclusion et recommandation. La défense de la diversité culturelle est le fondement de la défense humaine.
Numéro 2. Les plus grands défis de la diversité linguistique et culturelle pour le développement et la modernité est d'adapter les mentalités aux besoins et aux défis de la nouvelle ère. La mentalité et la culture sont la base fondamentale pour le développement et la modernité. L'enseignement de la véritable histoire de l'Afrique, qui est l'ensemble des histoires de chacun de ces peuples, et l'enseignement des langues indigènes est une condition essentielle à la défense de la diversité culturelle. Nous aurons, je répète, nous aurons des personnes ayant la mentalité que l'école souhaite et que la société valide. Je répète ça. Nous aurons les personnes ayant la mentalité que l'école souhaite et que la société valide. Les établissements d'enseignement, en particulier l'enseignement supérieur, jouent un rôle clé dans la formation des mentalités et des attitudes. Le développement des technologies d'information et de la communication est une ressource indispensable pour la diffusion de la culture dans les contextes du débat permanent et nécessaire sur les formes de coopération, de coexistence et de tolérance entre les différentes cultures. Finalement, la systématisation et la diffusion de la culture, en particulier sur les plateformes numériques, est une condition préalable, le latin dirait sine qua non, à la survie de la culture, à son maintien et à son développement. Je vous remercie, messieurs et mesdames.